Merci, Monsieur le Président. Excellences, Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord de remercier mon ami Sil Hlimi et l'Union européenne de m'associer à cette réflexion qui, au-delà du sentiment partagé d'appartenance souvent évoqué, a l'ambition de promouvoir une communauté atlantique. Alors quoi de plus fédérateur, de plus mobilisateur que le thème de développement durable mieux partagé pour réaliser cette ambition? Quelques réflexions, bien entendu, à cet égard, car à l'impossible, nul n'est tenu, étant donné l'ampleur du sujet et le temps qui m'est imparti. Permettez-moi donc de poser la question fondamentale: comment bâtir une vision commune? Surtout, comment mieux agir ensemble pour réaliser une telle ambition dans cet espace et avec ses acteurs? Donc, deux remarques à cet égard. Un espace évidemment, certes, aux atouts et richesses inestimables, mais si éclaté, si vaste, et aux fragilités et aux vulnérabilités certaines, sur lesquelles pèsent aussi des menaces lourdes, dans un contexte, comme on le sait tous, de changement climatique. Et si on l'oubliait, la conférence de Doha qui se déroule de nos jours est là pour nous le rappeler. Alors au-delà, évidemment, de la litanie des détériorations bien connues et dramatiques et dévastatrices, que je ne rappellerai pas, j'aimerais simplement évoquer les dernières informations qui sont relativement alarmantes, qui nous sont apportées par nature seulement la semaine dernière, et qui vient préciser que ce stress hydrique récurrent est en train de mettre à rude preuve la capacité de résilience de la forêt, même humide, qui par conséquent peut souffrir d'embolie et peut-être dépérir, même dans les zones humides. Bien entendu, vous avez eu vent aussi des derniers rapports de la Banque mondiale, du PNUE, qui ne sont guère rassurants. Et si on pouvait l'oublier, les phénomènes extrêmes à répétition, et Sandy n'en est que la dernière manifestation, sans mentionner évidemment la fonte de l'Arctique et ses effets dévastateurs sur la perturbation des écosystèmes et du fameux Gulf Stream, garant d'un certain équilibre, et bien entendu la perspective aussi de conflits à l'horizon, qui ont été soulignés à l'horizon 2030 par la compétition énergétique effrénée qui pousse certains, et hélas pas des moindres, les plus grands, à se lancer dans des aventures d'exploitation de schiste, par exemple, dévastateurs pour l'environnement. Alors que dire? Comment réagir à l'urgence tout simplement face à ces périls communs, et comment le faire surtout avec des acteurs si asymétriques dans un contexte de crise économique certaine pour les uns, les plus développés d'entre eux, pour ne citer que les États-Unis et l'Europe, et d'insécurité et de conflits, hélas, persistants pour d'autres, comme c'est le cas en Afrique et même dans le triangle entre l'Amérique latine et l'Afrique, où le crime organisé prolifère et est bien difficile à assurer la sécurité. Donc comment le faire avec cette mosaïque de pays et de peuples qui concentrent les plus grandes asymétries et disparités tant entre les nations qu'au sein des nations, des peuples les plus riches et les plus dominateurs aux peuples les plus pauvres, en passant par les émergents qui évidemment se lancent aussi à la conquête du pouvoir et font une compétition effrénée à cet égard. Alors bien entendu, ceci se reflète dans les positions de négociation, dans des intérêts divergents, et à Doha, ceci se manifeste à travers les différents groupes. Peut-être aurons-nous le temps d'en dire un mot. Mais le grand problème, au-delà des enjeux de Doha et de ce déficit d'ambition maintenant bien connu, l'on a beaucoup entendu parler d'innovation, de nouveauté. Mais il est très clair qu'il y a une initiative fatigue. Je crois que les nombreuses initiatives s'annulent, parfois
se superposent et viennent exacerber l'hypercomplexité qui a d'ailleurs été citée par un des présidents de séance ce matin, qui vient surcompliquer aussi l'illisibilité du paysage international dans cette forêt de sigles, de procédures, d'organismes, de comités, etc. Mais il me semble qu'il y a une nécessité urgente, malgré tout cela, pour une coopération rénovée dans un espace réinventé, et peut-être que l'Atlantique nous en offre l'opportunité. Alors bien sûr, loin des hégémonies qui ont d'ailleurs été dénoncées, avec un besoin certain de s'écarter des schémas anachroniques et surtout de promouvoir une coopération plus équilibrée, novatrice, et qui puisse réduire les déséquilibres et les disparités qui sont porteurs de tant de bombes à retardement. Alors il y a une nécessité criante d'inaugurer donc de nouveaux modes de coopération, tant nord-nord d'ailleurs que nord-sud, que sud-sud. Les schémas, me semble-t-il, sont maintenant totalement obsolètes et il est impératif de générer des comportements, car c'est là la clé de l'effectivité en droit international ou simplement dans la pratique internationale qui vient conférer justement aux actions une certaine réalité. Alors comment le faire? Peut-être d'abord dans des domaines vitaux, et ceci a été déjà évoqué, donc je ne m'attarderai pas, comme l'a dit l'amiral Langsat. Peut-être est-il nécessaire de se focaliser sur certains domaines qui sont peut-être les domaines vitaux qui composent ce développement durable, mieux partagé, souhaité pour tous, pour la dignité humaine et pour la survie de la planète. Alors bien entendu, les complémentarités existent. Elles peuvent être mieux utilisées tant entre l'Europe et l'Afrique qu'entre l'Afrique et l'Amérique latine, que bien entendu les pays développés et les pays en développement. Et il me semble que le développement durable peut en constituer le noyau dur, non négociable, qui pourrait justement constituer cette plateforme commune, plus cohérente, bien sûr, autour des cross-cutting issues, mais qui reste à élaborer. Alors comment le faire? Une architecture est bien entendu nécessaire, loin des lourdeurs dénoncées par tous et des bureaucraties paralysantes, mais sans un minimum de structure, c'est l'inaction. Il faut donc bien une architecture qui puisse porter ce projet et cette plateforme. Loin donc de cette lourdeur, mais qui a besoin malgré tout d'être quelque peu vertébrée pour précisément pouvoir transformer la plateforme à élaborer aussi en action, car c'est d'actions concrètes et de résultats dont on aura besoin, même dans des domaines identifiés et qui sont prioritaires. Une sorte de coalition of the willings, de ceux qui veulent, qui soit inclusive dans le principe, mais qui soit peut-être restreinte dans l'action. Ça, c'est indispensable. On ne peut pas agir avec tant d'acteurs. Et surtout, peut-être, pour partir, pour pouvoir lancer cette structure, les plus convaincus, ceux qui sont les plus déterminés, et qui peut-être dans une première phase, et ça aussi, ça a été dit par M. Victor, je vous en remercie, de pouvoir peut-être capitaliser sur ce qui est fait tant dans les organisations sous-régionales et régionales, qu'elles soient thématiques ou sectorielles, spécifiques, car elles ont de toute façon l'expertise, l'expérience, la connaissance de la proximité, et qui pourraient par conséquent apporter ce know-how et apporter cette expertise à cette structure plus légère. Alors bien sûr, on peut le faire à travers un mapping, de voir qui fait quoi et comment on le fait, et pouvoir déterminer quel est le domaine des convergences et les domaines des priorités. Alors bien sûr, on me dira, c'est beaucoup plus vite dit que fait, j'en conviens, surtout lorsque l'on sait que la coordination est indispensable, que l'harmonisation est tout à fait nécessaire pour pouvoir justement traduire cette plateforme en action. Et l'on sait aussi que, évidemment, la coordination est le défi le plus grand que toute organisation a
à relever. On le voit déjà avec les Nations Unies qui essaient de se réformer, de coordonner depuis bien plus qu'un demi-siècle. Alors on peut aussi bâtir, alors je ne les citerai pas parce que compte tenu du temps, il n'est pas possible de rentrer, mais on le sait déjà, ne serait-ce qu'en Afrique. D'ailleurs, le groupe africain est peut-être un petit peu le plus structuré, ne serait-ce que dans les négociations au sein de cette convention sur le changement du climat, mais justement, les sous-groupes peuvent nous donner déjà une idée sur les mers, sur les organisations autour de points précis, les forêts pluviales, etc. Mais aussi, et ce qui est plus intéressant encore, c'est les convergences qui ont été trouvées dans les groupes interrégionaux. Et ceci, c'est intéressant parce qu'ils regroupent tant des pays industrialisés que des pays en voie de développement. Je pense par exemple au dialogue de Carthagène, et qui justement se sont développés dans le cadre de la protection de l'environnement et de les discussions sur les changements climatiques. Le dialogue de Carthagène qui est né à Cancun en 2010 pour essayer justement de rendre juridiquement contraignant un des aspects et qui sont sobres en carbone. Donc pourquoi ne pas l'étendre aux espaces communs, car c'est ces espaces communs orphelins, entre guillemets, la haute mer notamment et l'air, qui souffrent peut-être le plus parce qu'ils sont au-delà des juridictions. La coalition aussi des pays avec les forêts, on l'a dit. Il y a aussi ce fameux groupe des États like-minded. Alors bien sûr, c'est très informel, mais c'est intéressant parce que la technique, me semble-t-il, est intéressante, puisqu'ils vont s'appuyer sur des responsabilités communes, mais différenciées. Et l'on sait que c'est ces responsabilités, aussi bien historiques qui ont constitué aussi les obstacles et l'achoppement pour la négociation. Cette géométrie variable, c'est-à-dire une responsabilité historique pour les pays développés, mais une responsabilité partagée par les pays en développement à condition qu'ils soient soutenus, et c'est là qu'on attend l'opérationnalisation du fonds vert de la conférence de Doha, et qui pourrait peut-être réduire un petit peu l'exigence de pays comme le Brésil, qui fait partie d'un autre groupe, les BASIC, et qui regroupe essentiellement les pays des BRICS, et qui insiste justement sur le financement accru pour l'atténuation, pour la réduction, pour l'adaptation au changement climatique, car sans cette fameuse mitigation, eh bien, on risque très très gros face aux menaces. Alors, à travers cette structure légère et la capitalisation, encore une fois, sur ce qui est déjà fait, on ne peut pas inventer la roue ad vitam aeternam, surtout si on veut ne pas être empêtré dans une bureaucratie lourde. Donc, il faut évidemment promouvoir une approche cohérente, et cette cohésion, hélas, et la cohérence est souvent perdue de vue dans ce monde extrêmement complexe et hyper organisé. Et pouvoir justement assurer les trade-offs, les arbitrages, sans lesquels il n'y a pas d'action possible. Je vous remercie, Monsieur le Président.